Allez, si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin, dans quelques 3 petites minutes, il sonnera 8 heures partout au Bénin et dans ce studio. Bonjour à vous, Herman Aliamboussou. Bonjour, Christophe. Merci d'être là, bienvenue. Oui, Billy Houmassé, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Parti Mouvement Populaire de Libération. Au niveau du MPL, nous espérons que tout bouge normalement. C'est vrai qu'on voit votre président sur le terrain, à la rencontre des populations, des militants. Oui, tout bouge. On se prépare d'arrache-pied pour les différents objectifs à atteindre. Quels sont ces objectifs-là, chez vous? La première, c'est la législative de 2023. Nous comptons être sur la ligne de départ et ne pas faire fière figure. Et pour ça, nous nous préparons ardemment pour que cette fois-ci, l'espoir que nos militants portent en nous, nous puissions relever cet espoir. Apparemment, vous avez tiré le son de ce qui vous est arrivé. Vous est arrivé les dernières échéances dernières. Mais il faut pouvoir capitaliser les expériences et tirer les leçons qui s'imposent. D'accord. En plateau, nous avons Habali Para. Oui, vous êtes avec nous. Blaise Soglo, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Bienvenue. Vous avez été un président de la coalition, oui, pour Talent, pour susciter sa candidature. Aujourd'hui, membre fondateur du parti Union Progressiste, de ce côté également. Bien sûr, ça va bien. Et votre coalition, ça a disparu? Ça n'a pas disparu. Nous sommes toujours sur l'échiquier national. Nous continuons par soutenir, de par nos actions, le président Patrice Talon. Bien sûr, à travers l'animation, naturellement, des forats et quelques descentes dans les communes. Parce que la jeunesse voit dans les programmes d'action du gouvernement, la jeunesse se voit. La jeunesse est au cœur. Et c'est pourquoi vous devez constater qu'au cours des campagnes présidentielles passées, c'est la jeunesse qui a appelé au second tour du président Patrice Talon. Et cette jeunesse a été au cœur, partout le président est passé, nous étions derrière lui. Et nous continuerons pas à être derrière lui. Justement, et là vous plantez le décor à travers vos propos sur le premier sujet que nous aurons à aborder, le président Patrice Talon qui a entamé son second mandat. Il est en plein dedans, un mandat qu'il place sous le signe du hautement social, et beaucoup se posent un certain nombre de questions sur ce qu'il met véritablement. Alors, est-ce que vous avez cerné ce concept de hautement social, Blaise Soglo? Bien sûr, nous avons bien sûr cerné ce concept du hautement social. Cela se définit en fait sur plusieurs plans. Oui. Lorsqu'on parle du hautement social, ce n'est pas que le président va prendre le liquide, c'est-à-dire le numéraire, pour partager à ses administrés. Non. Le hautement social se définit et se voit à travers les nombreuses actions que le gouvernement met en place. Il s'agit de quoi fondamentalement? Lorsque nous prenons le volet socio-économique, les marchés qui sont en construction, ces marchés-là participent, disons, à ce que les femmes font, c'est-à-dire le revenu. La femme qui va au marché et qui se trouve dans un bon environnement, dans un bon cadre, vend ses produits qu'elle a amenés. Ces activités génératrices de revenus font un boom. Lorsque nous prenons au niveau des actions, au niveau de l'agriculture par exemple, les nombreux programmes qui, disons, participent à renforcer nos paysans. Quand vous venez un peu au niveau du volet du système santé, volet éducatif, les cantines scolaires, mises en place dans les écoles, et qui permettent aux enfants quand même, lorsqu'ils vont à l'école, de manger sur place. Ces différentes actions, ça c'est du social. Ça participe donc au Lorsque social. le citoyen, disons, qui quitte Cotonou pour aller à Manaville et qui traverse tout le long du territoire en paix, c'est également du social. Parce que si vous avez le social et que vous n'êtes pas en paix, vous n'avez pas la sécurité qu'il faut, là, il n'y a pas le social. C'est ça. Oui, Alors, oui. on va voir du côté du MPL, quelle est la perception que vous avez de ce hautement social, Billy Houmassé? Merci beaucoup. Je pense qu'il y a un diagnostic qui est là, qui est vraiment poignant. En annonçant au début de son second mandat que ce mandat sera hautement social, le chef de l'État lui-même est conscient que le social fait défaut.
le peuple béninois est un peuple où le taux d'analphabétisme est vraiment élevé. Et quand vous avez une telle population, vous devez forcément faire le social. Et nous, à notre niveau, au niveau du MPL, nous voyons qu'il y a des choses très très simples qui devaient être des signaux forts de la bonne volonté du chef de l'État et de son gouvernement à vraiment mener des actes qui montrent que le social est en train de prendre. Et c'est sur ce point-là que nous attendons le gouvernement. Quand par exemple, nous parlons par exemple des cantines scolaires, c'est vrai que c'est annoncé, mais juste là, au niveau des écoles, ça peine à prendre. Pourquoi on annonce des décisions et on ne prend pas toutes les mesures qu'il faut pour les accompagner dans leur mise en œuvre? Quand nous prenons le cas par exemple des aspirants, c'est le gouvernement qui a amené ce concept. Si ce concept dans la réalisation se déroulait comme cela se voit, nous n'allons pas être en train d'assister à toutes ces plaintes-là. Des gens sont déployés sur toute l'étendue du territoire national, parfois pour une première fois dans les régions qu'ils ne maîtrisent même pas, et ils font 1 mois, 2 mois, sans qu'on puisse leur payer ce qu'on leur doit. Et dans ce sens-là, ça pose vraiment un véritable problème. Le panier de la ménagère, là, tous nous savons aujourd'hui ce qui se fait, comme tel que ça se passe, ce n'est vraiment pas du tout de la joie. Et il y a une certaine insuffisance que vous notez dans ce hautement social. Oui, allez-y. Oui, bien sûr. Je voudrais relever quelque chose. Lorsqu'il parle des cantines scolaires qui ne sont pas effectives au niveau des écoles, nous n'allons pas rester en fait à Cotonou pour juger ce qui se fait. Moi, je demande à ce que par moment, nous puissions faire un tour dans les milieux ruraux, dans les périphéries de ce pays, pour constater qu'effectivement, la cantine scolaire marche dans des établissements. Et dans de nombreux établissements d'ailleurs. Quand on parle du social, je reviens un peu parce que je n'avais pas fini. Le social, c'est également l'eau que le gouvernement en place donne à la population. Il y a de cela quelques années, lorsque vous parcourez un peu certains milieux, comme les collines par exemple, dans les mois de novembre et de décembre, c'est pas facile d'avoir de l'eau à Dassa ou à Savalou. Mais il y a des stations d'eau qui sont installées dans ces milieux-là pour permettre l'accès à l'eau facile pour ces populations. Et le collègue tout à l'heure disait qu'il ne sent pas et que ce social n'est pas entouré de mesures. Toute initiative que vous mettez en place, ça peut avoir des kicks. Et il faut du temps pour le renforcer. Donc, si nous voulons comparer, allons un peu dans le passé par rapport à ce qui se fait et ce qui se fait actuellement. Le Béninois, et quand je parle du Béninois, nous devons nous fondre un peu dans la masse. Demander aux Tassimans, demander aux Émidians, demander aux jeunes qui n'ont pas quelqu'un, pour que lors des concours, c'est-à-dire lorsque l'État lance un concours, ceux-là puissent dire, voici mon cousin, je suis, disons, père de tel ministre, ou bien je suis cousin à tel député. Ils vous diront qu'ils se retrouvent dans le programme d'action du gouvernement du Talon. Et quand le président passe, vous devez constater que ce sont les jeunes qui, pour la plupart, les femmes de nos marchés, qui applaudissent. Nous disons que ça va. Ça va. Ça va, c'est aussi que quand vous passez, vous circulez un peu dans le Bénin d'aujourd'hui, vous sentez qu'il y a eu un grand changement. Et le Béninois se sent véritablement fier. Nous sommes fiers d'être Béninois. Alors pour vous, tout roule normalement bien. Ça va. En fait, le parfaitement parfait n'existe pas. Non, je ne dis pas que tout est rose et que nous sommes dans l'Eldorado. Mais, si nous laissons encore un peu de temps au président Patrice Talon, comme lui-même l'a dit, il aime être apprécié dans les actes et non dans les applaudissements, ainsi de suite. Oui. Monsieur Billy. Oui, je pense que le constat qui se fait n'est pas un constat seulement à Cotonou. Nous avons, par exemple, quand nous prenons la commune de Savalou, aujourd'hui, Tchéti a besoin de l'eau. Et ce n'est pas Tchéti seul. C'est-à-dire que nous n'allons pas nous contenter de quelques actions qui sont faites pour verser dans une autosatisfaction. Et nous lancer toujours à regarder dans le rétroviseur pour dire ce qui se faisait avant, ce qui se fait maintenant. Non, le peuple béninois, dans son entièreté, aspire à un mieux-être.
Et c'est pour ça que nous disons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour que ce social-là soit vraiment ressenti par nos populations. Et donc, quand par exemple nous prenons la cherté de la vie, aujourd'hui, il y a des mesures simples que le gouvernement peut prendre pour accompagner. Ne serait-ce que déjà mettre sur place des équipes mobiles dans le suivi des prix, puisqu'il y en a déjà, malgré que ces chers, ils font de la surenchère encore en plus. Et en plus de ça, installer par exemple des boutiques témoins, installer des fermes où l'État même va produire les denrées de première nécessité. Et avoir des boutiques témoins subventionnées pour que la pauvre dame, dans son ménage, puisse pousser un ouf de soulagement. Et c'est le ouf de soulagement au niveau des populations dans le vécu quotidien de leur misère qui leur permet d'apprécier le social. Un monde parfait, à l'émotion. Oui, vous avez réagi tout à l'heure. Oui, des postures différentes, hein, je dirais, ce matin sur la gouvernance actuelle et surtout la perception que chaque parti a du hautement social. Oui, quand on prend ce concept du hautement social, effectivement, interroger 1000 Béninois, vous aurez 1000 différentes appréciations de ce concept-là, parce que effectivement, vous avez invité sur le plateau deux bords qui sont opposés. Je ne dirais pas qu'ils sont totalement c'est pas sur certains points, et on constate également que oui, ce que le MPL dit ne manque pas de pertinence. Il dit oui que des actions sont faites, mais qu'il faut encore plus. L'Union progressiste, représentée ici par M. Soglo, dit ici que voilà, ce qui est fait c'est déjà pas mal, mais ce qu'il reconnaît également c'est que le parfaitement parfait n'existe pas. Et donc ils sont tous conscients quand même que des efforts sont faits et qu'il faut aller de l'avant. C'est déjà à saluer, parce que se murer dans une discussion où on ne s'écoute pas, on ne s'entend pas, ce n'est pas bien pour le développement de la nation. Nous entendons bien sûr, parce que quand il parle de la cherté de la vie, ce n'est pas particulier au Bénin, c'est dans la sous-région. Oui, c'est vrai, mais chaque pays, chaque vie, cette cherté bien sûr, de la vie. Le gouvernement a pris des mesures pour quand même faciliter l'accès à ces produits de première nécessité là aux populations. Donc, si vous allez au Togo, en Côte d'Ivoire ou un peu partout dans la sous-région, mais les produits tels que ça coûtait il y a de cela 5 ans, ça ne coûte pas comme ça. Il en est de même, ce n'est pas seulement les denrées, les produits de première nécessité. Lorsque vous voulez construire aujourd'hui la tonne de ciment ou les fers à béton que nous prenons, est-ce que c'est le même coût il y a de cela 5 ans? Non. Donc, quand vous parlez un peu des mesures, le gouvernement aujourd'hui, dans sa politique éducative, va un peu plus dans la formation professionnelle. Les lycées agricoles qui sont en train d'être mis en place, tout cela constitue un lot d'actions qui, à moyen ou long terme, vont agir pour donner un bon résultat. Donc, on ne peut pas forcer. Ce n'est pas que, Talon a une bague magique pour, disons, faire du Bénin en un temps record. Ceci, non. Ils sont structurés. C'est un programme d'action. C'est des hommes, des têtes bien faites qui sont derrière et qui réfléchissent au jour le jour. Donc, nous nous retrouvons quand même dans ces actions. La cherté de la vie n'est pas particulière au Bénin. La cherté de la vie n'est pas particulière, n'est-ce pas, n'est pas une réalité particulière au Bénin, c'est aussi dans la sous-région. Mais comme on dit, le ventre affamé n'a point d'oreille. Il est donc évident, et ça se comprend très bien, qu'on puisse prendre Brive Massé de MPL et Soglo, n'est-ce pas, de l'Union progressiste, pour que les deux n'aient pas, bien entendu, les mêmes versions. Donc c'est en fonction de là où on est situé qu'on apprécie les réalités. Il est à reconnaître, n'est-ce pas, que le MPL ne vient pas tout peindre en noir. Ça veut dire quoi? Que toute la description des actions posées par le régime en exercice, tel que ça a été décrit par Blaise Soglo tout à l'heure, n'est-ce pas, n'est pas totalement rejetée. Mais il y a des insuffisances
insuffisances. Et je pense que dans le rôle de l'opposition, dans le rôle que joue ici sur ce plateau, Billy Oumassé, n'est-ce pas, c'est de souligner ces insuffisances et attirer l'attention du gouvernement pour que des actions soient prises, des actions soient menées dans la satisfaction de toutes les populations. Donc, il est à souhaiter, n'est-ce pas, que le régime ne soit pas imperméable à ces différents détails, à tout ce qu'on souligne comme peut-être maladresse ou insuffisance. Maintenant, quand on a fini de dire ça, c'est de reconnaître que oui, sur le volet particulièrement de la cherté de la vie, il n'y a pas que le Bénin. Mais il y a bien entendu des terrains sur lesquels on attend le gouvernement, parce que même quand il y a incendie un peu partout, tout le monde compte sur son protecteur. On ne va pas rester les bras croisés et dire, bon, comme la cherté de la vie n'est pas qu'au Bénin, n'est-ce pas, on ne doit rien faire. Cependant, il faut reconnaître, comme l'a souligné tout à l'heure Blaise Soglo, n'est-ce pas, qu'il y a des actions qui sont posées par le gouvernement à l'effet de soulager les consommateurs, des vendeurs et autres. Mais on attend que ces actions soient davantage musclées. Lorsque vous avez des structures qui, en principe, dans leurs attributions et dans leur fonctionnement, devaient être dans les marchés pour réguler les prix de certains produits de grande consommation, pour vérifier les produits expirés qu'on continue de nous vendre. Et là, ça pose la question de santé publique, de sécurité ou d'insécurité alimentaire, et que ces structures ne font pas leur travail. Ma foi, il y a un véritable problème qui se pose. Il faut rappeler à l'attention donc du MPL qui, oui, rappelle que le chef de l'État a constaté qu'il manquait du social, qu'on lui reprochait le social et que lui-même, il a annoncé le hautement social, que la conception que le chef de l'État a depuis son avènement, que ce soit donc au premier mandat et au second mandat, la conception du hautement social ne s'interprète pas comme une distribution du numéraire, n'est-ce pas, aux concitoyens, aux populations. Genre, vous pouvez rester les bras croisés sans fournir aucun effort et vous attendre à ce que, bon, parce que vous avez un gouvernement, qu'on puisse vous distribuer gratuitement et de façon facile de l'argent. J'ai senti une réaction venir de vous. Oui, et vous aussi, vous allez réagir tout à l'heure. Oui, allez-y. Je reviens un peu. Lorsque, par rapport aux denrées alimentaires, lorsque on dit que le gouvernement ne prend pas des mesures, par exemple, au niveau de nos frontières, les forces de sécurité ont été instruites pour que nos denrées alimentaires ne traversent plus les frontières. C'est des mesures que le gouvernement a mises en place. Donc, ce qui se faisait par le passé, c'était qu'on distribuait un peu, ou bien il y a des riz, du maïs qu'on vendait à bas prix aux populations. Mais maintenant, les choses ont changé. C'est qu'on ne peut plus faire cela. Même si on doit le faire, on doit l'améliorer. Et cela prend du temps. Ça a un temps. Donc, c'est des têtes pensantes qui réfléchissent. Donc, prenons un peu du temps. Patientons-nous. Le président lui-même sait que... Est-ce que vous sentez les effets des mesures prises par le gouvernement dans la régulation des prix des produits de grande consommation? Est-ce que vous sentez cela vraiment sur le vécu, sur le panier de la ménagère? Ce que j'ai dit tout à l'heure, que la hausse des prix est un enjeu sous-régional. Oui. Donc, on ne peut pas être en train de vendre, par exemple, le gari à 500 à Abidjan, et que le Bénin va décider de vendre ça à 200 au Bénin. Non, pas du tout. Donc, c'est une harmonisation. Et les actions que le gouvernement est en train de mettre progressivement en place vont influencer cela d'une manière ou d'une autre. Nous patientons et nous allons sentir cela. Alors, il y a quelque chose. Allez-y, il ne faut pas que... Ce n'est pas nous fonctionnaires. Combien de Béninois avez-vous interrogé et qui disent qu'ils n'ont pas mangé 2 fois dans le pays? Je ne pense pas. Parce que... Vous en êtes sûr? Bien sûr, je suis sûr. Votre baromètre? Je suis sûr. Le baromètre, c'est de se fondre un peu dans la masse. Notre culture ne demande pas que, par exemple, lorsqu'une vendeuse ou bien dans le mois de décembre, les bonnes dames de Dantopa, quand vous leur demandez à Sakperia, Mikpealo, notre culture ne nous permet pas d'exhiber ce que nous avons. Donc, le Béninois te dira tout. Quand on dit, est-ce que ça va? Est-ce que vous allez répondre que ça ne va pas si vous n'avez pas mangé? Non. Donc, il
Il ne suffit pas de dire... Donc, il ne semble pas être d'accord avec vous. Il semble pas être d'accord avec vous. Je vous écoute. Par rapport aux mesures que le gouvernement a prises, notamment au niveau de nos frontières, pour sécuriser que les produits ne sortent pas, nous disons que ce n'est pas la solution idoine. Cette solution ne va que permettre de renflouer les caisses au niveau de ces recettes au niveau des frontières. Parce que, en augmentant le prix, celui qui veut aller vendre là-bas, il augmente aussi la taxe à l'exportation. En faisant sortir le produit, il augmente le prix là-bas. Ça ne freine pas, ça n'arrête pas. Ça permet juste à ce que les caisses de l'État puissent avoir de l'argent. Nous disons, le retournement social, on parle de retournement social. Dans le même temps, regardez toutes les sociétés et structures d'État aujourd'hui dont la clé, on dépose la clé et c'est des liquidateurs qui prennent le relais. C'est des vies, c'est des ménages, c'est-à-dire, on ne peut pas imaginer l'impact de toutes ces actions sur la population. On n'a pas parlé de social, on a parlé de retournement social. Nous disons, nous attendons encore de voir. Nous sommes encore sur notre fin et nous disons... Oui, justement, au niveau du MPL, votre formation politique qui a un regard, je dirais, critique sur la gouvernance, quelle est la démarche que vous avez menée pour vous faire entendre, par exemple, appeler le gouvernement à revoir un peu sa gouvernance? Bon, vous savez, nous, en tant que parti politique, nous avons nos canaux. C'est d'abord de dénoncer. C'est d'abord à l'encontre de nos militants, aller vers eux et les inviter à prendre des mesures drastiques face à cette cherté de la vie. Et chaque fois que nous allons vers eux, nous leur disons, c'est le moment de vous adapter. Il est question de s'adapter, de trouver de nouvelles formules pour mieux contrer les affres de cette cherté-là. Donc c'est un peu ça. Nous n'avons pas, surtout en tant que parti d'opposition, nous sommes un peu limités par rapport aux moyens ou aux actions? je dirais le tout. Moyens, actions et aussi... ne sommes pas les meilleurs, voire les plus habilités à le dire. Donc, nous ne pouvons que dénoncer. Alors, à chaque fois, tirer sur la lampe pour dire ça ne va pas. Mais il faut que ceux qui ont la possibilité de corriger le tir puissent reconnaître que ça ne va pas. Vous pensez qu'ils vont exprès? Vous savez, le Bénin a une particularité. Nous disons par exemple que la vallée de l'Ouémé est l'une des vallées les plus fertiles au monde. Tous les gouvernements qui viennent juste là, qu'est-ce qui se fait pour que cette vallée-là soit mise en valeur? Nous avons, c'est vrai qu'aujourd'hui nous voyons que le gouvernement veut aller à la spécification au niveau des enseignements, faire les enseignements techniques, mais déjà il y a eu le lycée de Sékou, il y a eu le projet Songhai qui, à chaque année, il y a les facultés agronomiques qui, chaque année, déversent des ingénieurs. Qu'est-ce qu'on fait pour canaliser tout cela, pour que notre agriculture, notamment l'agriculture basée sur les produits vivriers, puisse prendre, pour que nous ayons des greniers un peu partout sur l'ensemble du territoire. Nos frères paysans ne sont pas paresseux. Ils ne sont pas paresseux, ils sont laborieux. Ils ont besoin d'être plus accompagnés, qu'il y ait plus de pertinence, plus la volonté politique puisse s'affirmer dans des actes concrets. Et c'est ce que nous dénonçons à chaque fois. C'est sur ça que nous attirons. D'accord. Oui. Attendez. Oui, il faut quand même un peu resituer les choses parce que Patrice Talon, quand il a pris le pouvoir tout de suite en 2016, c'était attacher les ceintures. Il fallait attacher les ceintures, donc faire en sorte que nous puissions un peu scèner les choses pour qu'on puisse d'abord aller vers le développement. Et quand il a annoncé pour son second mandat le hautement social, tout de suite les Béninois se sont dit, mais voilà, quelqu'un qui nous a d'attacher les ceintures, qui dit hautement social, ça veut dire que désormais on peut desserrer les ceintures et donc manger à notre aise, à notre guise. Ce hautement social qui doit s'étendre dans la structure et donc structurelle se heurte maintenant à cette cherté de la vie qui est conjoncturelle. De sorte qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire le débat du hautement social aujourd'hui sans parler de la cherté de la vie. Alors même que le hautement social pour les Béninois, c'était comment on fait pour que, oui, nous qui avions les ceintures, on puisse déjà commencer par bien manger, on puisse commencer par avoir des trucs. Et il a d'ailleurs annoncé
la révélation des salaires, de sorte que les travailleurs attendaient déjà que le salaire soit revalorisé. Il se fait que la cherté de la vie, qui n'est pas, il faut le rappeler également, qui n'est pas seulement une réalité du Bénin, donc une réalité sous-régionale mais mondiale et tout, cette cherté de la vie-là demande des mesures spécifiques pour qu'on puisse aider les Béninois à tout de suite pouvoir se dire attention, la cherté est là, pardon, mais le gouvernement en place fait en sorte que nous puissions ne pas trop sentir cette cherté-là. Et c'est à cela que je rappelle un peu les mesures proposées par le MPL, à savoir les boutiques témoins par exemple, l'ONASA qui a existé par le passé, qui a été supprimé, pour faire en sorte que dans une forme de régulation, on puisse amener les commerçants véreux à revoir leur prix. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le gari qui est produit chez nous à base du manioc, que ça puisse connaître une surenchère au point aujourd'hui. Le gari n'est plus l'apanage des étudiants ou de nous qui sommes ici, mais ça devient la chose des riches. On ne peut pas comprendre que le maïs qui est produit au Bénin également puisse connaître. Donc je pense que c'est beaucoup d'éléments à la fois, mais dire aujourd'hui que oui, cherté de la vie, ça fait que le plan social n'existe pas, je pense que c'est une nouvelle appréciation. Alors vous voulez rebondir sur ce propos rapidement et on va changer de sujet. Il disait qu'il y a des sociétés d'État qui se ferment et ça fait des vies qui souffrent. En fait, c'est facile de jeter comme ça les choses. Lorsque vous avez votre entreprise, la façon de la gérer, elle est mieux par rapport si c'était que c'est quelque chose de l'État. Donc, lorsqu'on ferme pour, disons, créer sous une autre appellation, c'est vrai, ça fait souffrir des gens. Mais lorsque c'est repensé, ce sont ces mêmes acteurs qui, pour la plupart, viennent. Et la productivité, si vous comparez, elle est meilleure par rapport à l'ancienne. Donc, les structures d'État qu'on a eu à fermer, est-ce que celle qui, ou bien le changement d'appellation, on a envoyé ça dans un autre pays? Non, c'est toujours au Bénin. Et c'est des Béninois qui travaillent dedans. C'est ce que je voulais rectifier. Apporter comme rectification. Oui, dans l'actualité, nous avons également, quand on parle de gouvernance, il y a quand même qu'on met en place un certain nombre de dispositifs pour que les choses aillent mieux et pour que les choses se fassent mieux également. On va revenir sur ce concours de recrutement, c'est ce test pour recruter des agents en fonctions administratives et techniques au niveau de nos collectivités locales. C'est vrai que vous avez suivi également cette actualité, une annulation de plus, je dirais. Alors, comment avez-vous apprécié la décision? Est-ce qu'on pouvait s'attendre un jour à ce qu'il y ait mal donne dans l'organisation des concours chez nous, jusqu'à ce qu'un test qui est en cours, une procédure qui est en cours soit annulée? Bon, d'abord, nous avons salué cette annulation qui a été faite. C'est la preuve que quand il y a des dénonciations, elles ont l'effet qu'il faut. Vous savez, quand moi j'ai consulté cette liste de tous ceux-là qui ont été présélectionnés, j'ai constaté des Béninois du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, de toutes les formations politiques. J'en ai détecté beaucoup. Et quand ça se passe comme ça, on ne pouvait pas s'imaginer effectivement qu'il y ait des couacs dans cette organisation. Mais nous disons c'est bon d'annuler, mais la suite. Pour vous, c'est quoi la suite? La suite, c'est que il y ait de la transparence. Que, une fois que c'est annulé, qu'on puisse encore peut-être relancer le processus en se focalisant sur peut-être un nouveau cabinet qui va refaire le travail et qu'il y a une pertinence dans l'organisation et la sélection. Alors justement, nous le disons parce que il y a eu beaucoup, par le passé, il y a eu des concours qui ont été annulés comme ça. Et la suite n'a pas convaincu. Il y a eu des cas, des recrutements à la CNSS qui ont été annulés par le passé. Mais après, ce que nous avons constaté, c'est que le processus n'a pas été fait. Mais après, individuellement, on a pris des gens qu'on a mis dedans. On voudrait que, puisque c'est annulé, qu'on puisse reprendre le processus. Que ce ne soit pas un blocus, et que après, de part et d'autre, on commence juste par voir que
on a changé de principe. Alors, oui, justement, la gouvernance depuis 2016, avec les concours qui sont organisés, on sait qu'il y a quand même un grand dispositif qui est mis en place pour éviter qu'il y ait des irrégularités, de la fraude, mais on a constaté que le mal a la peau dure chez nous. D'abord, nous devons saluer la politique gouvernementale qui consiste aujourd'hui à séparer les choses, à renforcer l'administration communale. De par le passé, l'administration communale est gérée par le politique. Aujourd'hui, lorsque vous lisez les textes, le cadre se sent plus à l'aise. Le politique s'occupera désormais de la politique et le cadre s'occupera du fonctionnement de l'administration communale. Donc, c'est une avancée qualitative qui est à l'actif du gouvernement en place. Maintenant, quant au concours, le concours qui a été organisé, nous n'avons pas eu le diagnostic du pourquoi ça a été annulé. On a parlé de dénonciation. On a parlé de dénonciation, mais pour ce que je sais, il n'y a pas eu, parce que c'est au lycée Koulibaly que les tests de présélection ont été organisés. On n'a pas détecté quelqu'un qui est en train de tricher. C'est dans les dossiers des candidats peut-être, ou certains candidats qui estiment qu'ils doivent être sélectionnés et qui n'ont pas été sélectionnés, peut-être à cause de la dénomination de leur diplôme, ainsi de suite. Je ne suis pas dans le secret des choses. Mais le fait de supprimer montre que le président Patrice Talon, c'est-à-dire, est à l'écoute de son peuple. Nous ne devons pas accuser le cabinet. Le cabinet, nous ne le connaissons pas, mais il paraîtrait que ce cabinet a une expertise. Il a l'habitude de conduire des sélections du genre, de par le passé, et avec le gouvernement en place. Donc, sans être dans le tréfonds du pourquoi on a annulé, nous ne pouvons pas juger si la faute est au cabinet ou pas. De toute façon, des acteurs ont dénoncé qu'ils n'ont pas été pris à cause de leur diplôme ou à cause de ci, à cause de ça. Dans le processus, par rapport à la méthodologie, c'est numérique. C'est numérique. Et cela est à saluer. Parce que, aussitôt, tout ce qui a été fait par le net, et le lendemain ou quelques jours après, les résultats sont sortis. Donc, c'est des avancées. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire quelque chose sans maîtriser l'outil informatique. Donc, il y a beaucoup qui ne maîtrisent pas cela. Maintenant, quand on dit que ces concours-là, ce n'est pas la première fois que le gouvernement annule des concours. Lorsque le président Patrice Talon sent que ça ne va pas, il s'arrête pour mieux repenser. Justement, de par le passé, ce n'était pas ça. On fonçait tête baissée. N'est-ce pas? On a voulu corriger un certain nombre de choses, mais d'annulation en annulation, est-ce que ça ne vient pas jeter un peu de l'opprobre sur la bonne foi du gouvernement, tout le mécanisme qui a été mis en place pour éviter qu'on retombe dans les mêmes travers, Herman Niamboussou? Je pense que toute dénonciation, lorsqu'elle est fondée, mérite qu'on annule un processus en cours. C'est ne pas annuler qui prêterait un peu des flancs à des commentaires un peu bizarres. Si le gouvernement est arrivé à annuler ce processus-là, ce concours-là, c'est que forcément, il ne s'est pas contenté des dénonciations. Ils sont allés fouiller, ils ont constaté effectivement que les dénonciations faites sont fondées. Ici, ce qui, ma foi, n'est pas envisagé, c'est qu'il y ait un blocus sur le long terme, parce que justement, le fichier voulu pour un peu mettre en œuvre cette réforme sur la décentralisation, ce fichier-là doit être constitué pour permettre la mise en œuvre très rapide de ce processus qui a d'ailleurs déjà démarré avec la signature de certains contrats entre la NCB et le gouvernement et tout. Donc je pense que ce blocus ne va pas durer dans le temps, pour ce que je sais, parce que durer dans le temps, c'est que ça annule tout ce qui a commencé et qui, je crois, ils ont un délai, je crois que c'est mars ou avril, pour pouvoir mettre en œuvre déjà cette réforme-là. Et donc il faut aller très vite. Aller très vite en quoi faisant? Est-ce qu'on fait en sorte que ceux qui ont dénoncé, donc ceux qui n'ont pas vu leur dossier pris en compte, est-ce qu'on fait en sorte que ceux-là soient déjà pris en compte pour que ça donne une plus large éventail de sélection? Est-ce qu'on fait en sorte que tout le processus soit repris et donc que ceux qui ont déposé les dossiers puissent le refaire la même chose? Je pense que c'est à ce niveau qu'il va falloir ajuster les choses pour qu'on puisse aller très vite. Sur ce détail, je crois qu'il y a eu des explications quand vous suivez M. Olympio qui gère le comité donc sous tutelle du ministre ABT. Il y a eu bien de raisons. Soglo soulignait tout à l'heure, n'est-ce pas, que c'est numérique et bien entendu
répondu sur la plateforme. On avait ceux-là qui ont bien déposé les dossiers, étaient en règle, et il y a eu une erreur que le comité a reconnue et a pu réintégrer ces personnes, et parce que c'était numérique, c'était beaucoup plus facile de les réintégrer. Mais parmi les éléments à observer, ce n'est pas la composition qu'on a vu tel candidat en train de tricher et autres. C'est d'abord dans le dépôt des dossiers, c'est-à-dire il y a eu de fausses déclarations. Il y en a qui n'ont pas les diplômes requis et qui ont fait semblant et autres, qui n'ont pas le niveau requis et qui ont introduit les dossiers. Et donc dans la fouille, on a fini par se rendre compte que ils occupaient certaines fonctions déjà, et donc selon les critères posés, ils ne devraient pas être, mais ils ont trouvé la formule qu'il faut pour je dirais, magouiller, il faut le dire. Voilà. Donc, de la chose, oui. C'est-à-dire, ce recrutement suscite beaucoup d'enjeux. Du fait qu'on donne beaucoup de force aux cadres dans l'administration. Donc, est-ce que les 77 maires du Bénin sont d'accord pour le processus? Parce que la question se pose. C'est une loi qui l'autorise. Bien sûr, bien sûr. Il y a la signature du contrat de la NCB. Oui, bien sûr. Donc, ça attire beaucoup de convoitises. Beaucoup de convoitises. Et donc, comme on a un deadline qui est avril, je crois avril, ça doit être courant avril, à partir du 1er avril, je crois, pour que ceux-là puissent prendre fonction. Une fois que c'est annulé, il faut qu'on puisse compter sur la bonne foi du gouvernement qui veut afficher la transparence dans les différents concours et autres processus de recrutement des agents, qu'on puisse accélérer les choses de manière à ce que très bientôt on puisse assister à la reprise de ce concours-là, et que les choses soient faites dans l'ordre, la transparence. Allez, dans les quelques minutes qu'il nous reste en débat ce matin, on va aborder la politique, puisque nous avons rien que des acteurs politiques avec nous ce matin, et dans l'actualité, conformément à cette décision de la Cour constitutionnelle qui date du 24 février dernier, eh bien, on retient que la date des prochaines élections législatives est fixée au 2e dimanche du mois de janvier de l'année électorale, et c'est en 2023, ça fait donc le 8 janvier 2023, une date qui, cher monsieur, vous surprend? Je vais commencer par vous, Blaise Sougoulou. Ça vous surprend? Pas du tout. Oui. Cette date ne surprend pas du tout l'Union progressiste, parce que depuis la fin des joutes passées, nous sommes sur le terrain. Les différents états-majors, c'est-à-dire en partant du plus haut jusqu'au niveau communal, arrondissement, village, des actions sont en cours et l'Union progressiste ne se fait jamais surprendre. Il y a la formation au niveau des différentes bases, des réunions s'organisent et vous devez constater cela. Donc, nous invitons également nos adversaires d'en face à, disons, s'activer au lieu d'attendre les derniers moments pour commencer par dénoncer. Parce que si vous devez, bien sûr, si vous allez à une élection, ce n'est pas à la veille de l'élection qu'on se lève pour dire je suis prêt. Cela se prépare. Et cela se prépare, c'est le contact physique. C'est les actions que vous menez dans les communautés avec, disons, votre électorat. Mais si vous ne faites rien et que vous êtes là à vous limiter aux dénonciations, à ne pas prêter vos pièces, et que c'est au dernier moment vous allez commencer par dénoncer, on dira qu'il y a exclusion. Alors qu'en fait, c'est vous invitez donc vos adversaires dans quel camp? Dans l'opposition ou même au sein de la mouvance? Non, mais c'est bien sûr dans l'opposition. D'accord. C'est bien sûr dans l'opposition. Bien sûr. Je sais que les partis de la majorité pour passer vous êtes invité, monsieur Billy Roumassé, le MPL est invité à se préparer, à se réveiller. Apparemment, vous dormez encore. Non, nous ne dormons pas. La preuve, cette date du 8 janvier ne nous a pas surprise. Nous savons déjà, conformément au code électoral, que les élections devaient se tenir dans la 2e semaine du mois de janvier. Et donc, nous, déjà dans notre plan d'action, nous avons interné cela et nous menons. Tout ce que nous demandons au MPL, c'est que le jeu soit ouvert. Vous avez des craintes? Nous avons des craintes. Oui. Nous avons des craintes parce que nous avons suivi
des élections en 2019, en 2020, en 2021, nous disons 2023, que le jeu soit ouvert, qu'il y ait une libre compétition, qu'on permette à chacun d'aller prouver en face de l'électorat ce dont il est capable. Monsieur Billy Roumassek, qu'est-ce que vous laissez entendre à part jeu ouvert? Ce que je mets dans jeu ouvert, c'est que nous sommes aujourd'hui en février, d'ici janvier, qu'il n'y ait pas encore une modification du code électoral. C'est très très important. Qu'il n'y ait pas encore de petites clauses qui viennent encore corser le dispositif qui est déjà là et qui est déjà, ma foi, est déjà assez contraignant parce que vous prenez déjà la caution, ça fait déjà près de pratiquement, ça avoisine les 200 millions, 170 millions. Voilà, c'est contraignant. Et déjà, nous prenons la disposition pour que, en tant que parti d'opposition, nous puissions nous conformer. Et circonscription électorale par circonscription électorale, nous affûtons déjà nos âmes pour que nous, on puisse ouvrir. Alors, une question très rapidement. Est-ce qu'on peut supposer qu'au moins les dispositions à l'heure actuelle, si rien n'est modifié tel que vous le souhaitez, n'est-ce pas, sont digestes pour vous? Oui. Nous, vous savez, au MPL, nous avons pris le temps avec nous de mieux nous organiser que par le passé, de tirer le son. Et le MPL est prêt à être sur la ligne de départ pour ces législatives-là. Et nous nous battons pour cela. Et l'objectif, c'est un enjeu vraiment crucial, c'est le renouvellement de la classe politique. Et pour le faire, il faut que tous les partis... Le renouvellement de la classe politique ou du Parlement? Oui, ça c'est le Parlement marque le point crucial. Vous savez, depuis des décennies, il n'y a pas eu de changement concret. Il y a eu des métamorphoses. Oui. Il y a eu des métamorphoses, les mêmes qui, à chaque fois, changent les caméléons et reviennent. Non, il faut que le Parlement de 2023 puisse refléter du sang neuf, puisse refléter de nouveaux visages, de nouveaux acteurs. Oui, Herman, on connaît la contrainte par rapport au quitus fiscal, la caution, et puis la question des 10% aussi. Mais n'oubliez pas qu'en 2019, il y a eu ces couacs-là liés à des doublons sur des listes. Alors comment on fait pour qu'on se lève tôt afin de ne pas parler après d'exclusion aussi. N'oubliez pas qu'effectivement, il y a eu un match, contexte de match amical, mais aujourd'hui, si tout va bien et que des partis politiques qui n'ont pas pris part aux élections législatives 2019 sont désormais autorisés à le faire parce que c'est pas jouissant de tout ce qu'il y a comme droit, comme critère et tout, je pense que ça va ouvrir un peu les choses. Et donc, l'UP qui aujourd'hui se trouve en position de force aujourd'hui, parce que premier sur le plan politique, risque de batailler dur, va devoir batailler dur pour maintenir cette position-là, parce que l'UP dit qu'il est prêt. Le PRD a tenu une réunion le week-end chez son leader, Maître Adrien Ogbedi. Beaucoup de formations politiques également s'apprêtent pour pouvoir passer à ce scrutin-là, qui passe de hameau pour pouvoir travailler. Je pense que c'est... Et n'oubliez pas que 2023 également, c'est une transition. C'est la transition pour 2026. Alors, quelle est la place de la jeunesse à votre niveau, puisque la place de la jeunesse, la jeunesse se prépare. Et comme le président Patrice Talon lui-même le sait, qu'il a été soutenu massivement par les jeunes. Je crois que pour les prochaines élections législatives à venir, il mettra la jeunesse au cœur de l'action. Et permettez-moi de revenir un peu, lorsqu'il parle des barrières. Il n'y a pas eu de barrières dans les élections. Nous sommes en train de faire quoi? Quel est l'état des lieux? Aujourd'hui, nous sommes avec les grands partis politiques. Nous ne sommes plus avec les petits partis politiques. Donc, lorsque vous êtes dans une formation politique, vous êtes appelé à participer financièrement. Est-ce que vous le faites Non, c'est que si cela se faisait, nous ne devons pas voir que les coûts fixés pour participer à telle élection ou telle autre sont des coûts exorbitants. C'est parce que nous n'avons pas, disons, la culture de la contribuer. De la contribution. Voilà, voilà. Donc, si cela se faisait au sein des formations politiques, le problème ne devrait pas... Alors, il a parlé de renouvellement de la classe politique. Je dis que nous sommes en phase. Nous sommes en phase. Même si vous allez sur le même terrain électoral. Nous sommes en phase. Je suis fortement d'accord. Et je ferai des propositions. Est-ce qu'elle est suffisamment formée, la jeunesse? Il faut qu'à un moment donné, ceux-là que nous appelons les dinosaures,
puisse, disons, faire avancer les jeunes et devenir quand même pour ces jeunes-là, bien sûr, des personnes ressources. Des personnes ressources. Donc, qu'ils sont prêts à se développer. Ils sont prêts. Ce qu'il faut dire, c'est l'interprétation, parce qu'il y a la décision de la Cour, puisque nous sommes sur le sujet, la décision de la Cour constitutionnelle qui vient fixer chacun. Ça veut dire qu'il faut se réveiller tôt. Ceux qui estimaient que ce soit la législature actuelle, la 8e législature, qui peut-être s'attendait à finir son mandat à une date temps, je crois que la Cour constitutionnelle a recentré le débat. Le premier problème qui se pose, selon ma compréhension, c'était la notion de année électorale. L'élection, le mandat, n'est-ce pas, des députés actuels finit en 2023, peu importe la date. Une fois que c'est en 2023 est l'année électorale, puisque c'est en 2023 qu'on va organiser les élections. Sans oublier que les textes que nous avons revus au niveau de l'Assemblée nationale, toujours au niveau de l'Assemblée nationale, ces mêmes textes disent que l'élection des députés a lieu le deuxième dimanche de l'année électorale. Du mois de janvier. Merci. Donc je crois qu'il n'y a pas grande surprise pour autant. Il faut s'attendre à ce que une course contre la mort. Voilà, au niveau de la formation politique, personne ne dira finalement qu'il est surpris. L'UMPL, oui, les grands défis. Au niveau du MPL, la jeunesse occupe une place prépondérante. Nous disons, nous nous apprêtons pour rediscuter encore l'exploit. L'exploit, c'est que la liste MPL ou législative sera une liste exclusivement de jeunes, des jeunes qui seront en tête de liste, des jeunes qui ont la qualité. Qui vont réussir à obtenir leur quitus fiscal. Le quitus fiscal, on va prendre toutes les dispositions. On va prendre toutes les dispositions qu'il faut. Bien avant ça. Bien avant ça. Je pense que la surprise, pour venir un peu à ce que Arab a dit, la surprise vient du fait que les députés qui sont là sont élus pour un mandat de 4 ans. Oui. Et 4 ans, ça ne finissait pas normalement en janvier, ça finissait en mars. Oui. Et donc la Cour est venue pour situer les choses et leur dire attention, ne vous attendez pas à ce que les élections soient organisées en mars, mais sachez que nous organisons les élections le 8 janvier, vous prenez fonction en février. Ça veut dire tout est désormais clair. Oui, vous étiez en train de parler du MPL. Là, c'est gens, oui, les femmes, tout à fait. Les femmes qui, disons, participeront à cette élection et l'Union progressiste, dans sa démarche, tient compte déjà de cela. Parce qu'aujourd'hui... La bataille de positionnement, ça a bien commencé apparemment. Au niveau du MPL, il n'y a pas de problème à ce niveau. Au niveau du MPL, il n'y a pas de problème de positionnement. Nous sommes assez organisés pour nous. Vous savez, au MPL, on a l'habitude de le dire, il n'y a pas d'anciens DG, il n'y a pas d'anciens députés, il n'y a pas d'anciens ministres, d'anciens cadres qui viendront ravir la place de la jeunesse. La jeunesse ambitieuse. Vous allez compétir avec d'autres listes sur lesquelles il y aura forcément d'anciens députés, d'anciens ministres. Vous avez peur. Non, justement, c'est ce qui fait la particularité de notre force. Des jeunes aujourd'hui qui peut-être ont été à ces années, qui ont tout fait, mais qui n'ont jamais eu la force d'être positionnée parce que il y a d'autres considérations aujourd'hui. Le MPL peut venir aller dans leurs parents pour dire voilà, c'est moi maintenant, c'est mon tour, je veux maintenant aller compétir. Ça donne plus d'engouement à la chose, surtout au niveau de nos communes, au niveau de nos arrondissements, de savoir que c'est celui-là qui vient maintenant faire le travail. Parce qu'il y a un dégoût, il faut le reconnaître, il y a un dégoût au niveau de nos populations. Les populations sont dégoûtées de voir toujours les mêmes personnes, les mêmes visages, les mêmes discours. Et nous, c'est pourquoi maintenant, en période, nous ne sommes pas encore en campagne, mais nous sommes en permanence, en proximité avec nos militants pour qu'ils sachent que ce n'est pas seulement qu'en période électorale qu'il faut venir tenir des discours, mais que dès maintenant déjà, on peut définir des plans d'action, mener des activités ensemble, voir où est-ce que on peut orienter ensemble nos efforts pour que chacun se sente le mieux être. Est-ce que vous comprenez ces populations que vous rencontrez, le discours que vous tenez? Elles nous comprennent parfaitement. Et nous sentons le ventre vide. Justement, le ventre vide. Mais ce ventre vide-là, quand vous lui apportez de l'espoir et qu'il se dit aujourd'hui j'ai faim, je n'ai pas pu manger, mais très bientôt je pourrai avoir plus d'opportunités, plus ma situation peut changer. Je pense qu'ils sont
d'accord avec ce message. Dans cette information politique, il y a nous ne souhaitons pas une rupture, disons, brutale. Oui, non, avec les aînés. Par contre, le RPL le veut. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je souhaite que les choses se fassent de façon homogène. Ah, vous passez par de passation de témoins. Voilà. Petit à petit. Je ne demande pas l'extra. Nous ne demandons pas l'extra. Vous allez rester là, vous allez moisir, vous n'aurez jamais pas du tout. Ce n'est pas un combat. Mais ce qui est sûr, le président de la République sait que les jeunes sont capables. Et si vous voyez dans nos mairies, dans les administrations, beaucoup de jeunes ont été positionnés. C'est à l'actif du président Patrice Talon. Il sait que les jeunes ont un potentiel et certains donnent. Donc, pour ces législatives, nous lui ferons les suggestions conséquentes pour que quand même, à plus de 3 quarts, la jeunesse puisse être au cœur de l'action. Oui, malheureusement pour nos amis acteurs politiques, c'est que le président Patrice Talon, à lui seul, ne peut pas s'imposer comme ça aux partis politiques. Il va juste faire des arbitrages, faire en sorte que oui, on puisse à tel niveau essayer de faire ceci. Parce que n'oubliez pas que pour la présidentielle 2021, les mouvements ont été les premiers appelés à ce que Patrice Talon revienne au pouvoir. Bien sûr, mais après, les partis politiques ont dit attention, mouvement, taisez, vous restez derrière nous, parce que c'est nous qui détenons les parrainages, c'est nous qui avons tous les éléments qu'il faut. Donc, il faut cet éveil de la jeunesse là pour que vous ne soyez pas, qu'on ne vous dise pas de vous taire et de pousser ceux qui sont là. Cela m'amène à extraire de ce commentaire de Herman une question. Patrice Talon appartient à quelle formation exactement, pour que vous pensiez qu'il puisse facilement influencer, je dirais, n'est-ce pas, cette formation politique à l'effet de faire positionner les jeunes tels que vous le souhaitez? Considérez simplement qu'il est le général des généraux. C'est comme ça. C'est trop facile. Considérez les choses comme ça. Le MPL entend mener des actions fortes. Nous n'allons pas dévoiler ici nos stratégies, mais nous voulons mener des actions fortes qui vont impliquer toute la jeunesse béninoise pour aller à des décisions qui vont impacter. Vous savez, nous sommes arrivés à la fin d'un cycle. C'est une question de génération. Il est temps que la jeunesse capable, la jeunesse qui prend de l'initiative, la jeunesse pleine d'initiative et de créativité puisse prendre les choses en main et bien sûr, prendre son destin. On peut par exemple dire quelqu'un qui a déjà fait 2 mandatures puisse quand même se retirer. Alors la loi a été claire. Il y a un certain nombre de mandats qui auront fait. C'est vrai que les discussions peuvent se faire dans la formation politique. Pour demander si vous avez déjà fait 2 fois la chose, essayez de donner la chance à d'autres pour. Les partis politiques également, c'est que désormais nous avons plus de 83 députés à élire. Bien sûr. Et attendez-vous, Christian, à ce que dans les prochains jours, que des partis politiques lancent des appels à candidature. Parce que justement, c'est pas déjà facile d'avoir le nombre de personnes qu'il faut. Et donc ça va être compliqué. Non, il n'y a pas ça se passe bien. Ça se passe bien. En tout cas, les jeunes appellent certains que votre parti réussira à envoyer des députés au Parlement. Oui, nous sommes vraiment certains. Nous avons foi pour ça. Oui, les 10%, c'est d'abord par ces conditions électorales. Vous avez aller sur ce marché politique. Oui, vous réussirez à tirer votre épingle du jeu. Écoutez, vous savez, permettez-nous d'aller faire notre preuve. D'accord. Parce que nous ne demandons que ça, nous voulons aller faire notre preuve. D'accord. On aura le temps de ce côté. Ça ira. De toute façon, nous sommes rassurés. Nous sommes rassurés parce que nous n'attendons pas la veille d'une élection pour, disons, aller à la rencontre de nos mandants. Mais lorsque nous finissons une élection, nous commençons en même temps par préparer l'élection à venir. Donc, les couches à la base sont conscients de ce que nous faisons, épousent nos idées et savent que l'élection à venir, l'Union progressiste est la meilleure. En tout cas, nous aurons beaucoup de plateaux pour parler de ces législatives qui s'annoncent désormais à grands pas. Ça fait pratiquement moins de 10 mois, mais 10 mois avant cette date du 8 janvier à venir. MPL, Bloc républicain, Union progressiste, Force pour un Bénin émergent. En tout cas, toutes ces formations politiques MOL Bénin qui sont très actives. On va les inviter en plateau, chacun qui va décliner donc ils seront les bienvenus à Paris. On reviendra sur les tests
élaboré, qui organise les élections en République du Bénin, la compréhension de chacun, en tout cas, ça sera beaucoup animé, Herman Agnaboussou. Surtout que les prochaines élections législatives constituent le deuxième élément qui fera que beaucoup de partis vont disparaître. Parce que justement, ils n'ont pas pris part en 2019, et donc pour 2023 également rate, et ils vont faire le valiser et retourner dans le réseau. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Herman. Merci à vous, vice-président du mouvement populaire de libération. Votre balai est toujours actif. Très actif. Vous nettoyez et fédérer nos énergies en tant que jeunes, notre énergie et nous mettre ensemble pour aller de l'avant. Et à l'ombre du Baobab, vous attendez toujours de tenir les réunions, d'accueillir tout le monde? Bien sûr, bien sûr. Nous avons la foi en l'avenir, la certitude que ça ira et que le Bénin, de mieux en mieux, se révèle au monde grâce aux actions du président Patrice Talon. Merci beaucoup à vous. Il a le soutien de la jeunesse. Merci. Le Baobab produit assez de feuilles mortes. Le balai pourra peut-être essayer. Il n'y a pas de feuilles mortes. Il n'y a pas de feuilles mortes. Je rappelle que vous êtes le président de la coalition Oui pour Talon, membre fondateur de l'Union progressiste. Merci d'avoir été là. Merci à vous, Wahab Ali Para, Herman Parfait Agnaboussou, toujours sur le plateau d'Actu Matin. En tout cas, très ouvert pour recevoir tout le monde.